Alors, j'inviterai le prochain présentateur, c'est Dieudonné Toukéa. La présentation va être partagée sous peu et entre-temps, donc, je vais vous présenter sa biographie rapidement. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Université Chang de Cameroun et chercheur permanent à l'unité de recherche politique et stratégique et sociale de l'Université de Chang, ainsi qu'au Centre de recherche et d'action pour le développement durable en Afrique centrale. Alors, sur ça, donc, je vous invite à présenter votre travail. Bienvenue. Ok, merci Liliana, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir participer à ce colloque. Et avant d'entamer ma communication, je voudrais dire le plaisir qui est le mien de prendre part à ce colloque annuel de l'Institut de l'environnement pour le développement de la société. C'est ma première fois de prendre part à cet événement que vous organisez chaque année. Merci aussi au comité d'organisation et le comité scientifique qui me donnent par là l'occasion de participer à cette agape intellectuelle sur le thème général contribution interdisciplinaire de l'action climatique, précisément sur les questions, les aspects sociopolitiques de l'action climatique. Cela dit, ma communication ce jour porte sur le déploiement de la diplomatie climatique non gouvernementale en Afrique centrale. Deux points, une concurrence ou une complémentarité à la diplomatie classique de l'État. Déjà, je tiens à préciser que cette recherche va d'une observation participante que j'ai eu à faire dans les années 2015 au cours d'un atelier débat avec certains pouvoirs publics et des représentants de la société civile. Et il y avait un échange de paroles, de lutte discursive entre eux, lutte qui portait sur la présence ou la participation des acteurs de la société civile lors des négociations sur le climat, sur l'utilité de leur présence. Et au regard des échanges qu'il y a eu entre eux ce jour-là, cela m'a suscité une question et je me suis demandé est-ce que la participation ou alors la présence de ces acteurs de la société civile lors des négociations sur le climat nuit aux actions des pouvoirs publics lors des négociations sur le climat. Et cela m'a donc amené à réfléchir sur cette question. Et je me suis donc je me suis donc posé cette question qui m'a poussé à construire ce travail. Et comme vous pouvez le voir sur le plan de la communication, nous allons parler dans notre travail, il y aura une introduction, il y aura une première partie, nous allons parler du développement sur la scène climatique, d'une rivalité larvée entre la diplomatie non gouvernementale et la diplomatie classique. Et dans une deuxième partie aussi, nous allons parler de la complémentarité réciproque qui existe malgré tout entre la diplomatie non gouvernementale et la diplomatie climatique. Et bien évidemment, nous aurons une conclusion. Déjà, ce qu'il faut savoir en introduction, c'est que la scène gouvernementale, la scène environnementale de manière générale est marquée par la présence des acteurs non étatiques de nos jours qui occupent une place non négligeable. Et parmi ces acteurs non étatiques, on peut avoir des experts, des entreprises, des ONG, des représentants de mouvements sociaux, etc. Ceux-ci forment donc, à côté de la diplomatie classique menée par les États, construisent une diplomatie non gouvernementale. La diplomatie non gouvernementale, bien sûr, est un thème que j'ai emprunté à Henri Rouillé d'Orfeuille et qui nous parle dans son ouvrage de la diplomatie non gouvernementale, maintenant appliquée dans notre cas, dans le cas de la scène climatique. Et je parle de diplomatie climatique non gouvernementale pour parler cette fois-là du déploiement ou alors de la participation des acteurs non étatiques dans les arènes de négociation sur le climat. Les actions donc que ceux-ci mènent, c'est-à-dire ces acteurs non étatiques, qui mènent
amène à poser, par rapport à l'action diplomatique menée parallèlement, amène à poser la question fondamentale. S'il existe une dualité, est-ce qu'il y a un duel ou alors il y a une certaine complémentarité tacite entre l'État et les acteurs non étatiques dans leurs actions respectives sur le climat? Et bien sûr, en posant cette question, cela m'a mené à voir l'hypothèse selon laquelle, sur la scène internationale du climat, les États africains sont complexés par la présence et l'action non négligeable des acteurs non étatiques dans les négociations climatiques. Et cette situation engendre ainsi la naissance d'un conflit larvé entre ces différents acteurs. Mais dans ce bras de fer, il faut noter que les pouvoirs publics sont généralement vainqueurs et il se développe ici aussi en permanence des échanges qui sont bénéfiques tant pour les pouvoirs publics que pour ces acteurs non étatiques. Et bien sûr, nous sommes en sciences politiques. Pour mener notre analyse, nous nous sommes reposés sur des théories. Nous avons fait recours à la théorie transnationaliste. Nous avons fait également recours à la théorie de la gouvernance. Et ainsi, ce sont ces théories qui nous ont amenés à analyser les données que nous avons collectées, que ce soit les données tirées des ressources documentaires et même des données que nous avons collectées à partir des entretiens individuels que nous avons fait avec plusieurs acteurs œuvrant sur ces questions. Dans la première partie de notre travail, donc, nous avons parlé, comme j'ai dit tantôt, du déploiement sur la scène climatique de cette rivalité larvée. Quand je parle de larvée, c'est pour dire que cette rivalité est encore cachée, elle n'est pas vraiment ouverte entre la diplomatie non gouvernementale et la diplomatie climatique. Et à ce niveau, on peut voir cela à deux grands niveaux. Le premier niveau, c'est la concurrence la concurrence qui est faite au monopole de l'État dans les négociations climatiques. Vous savez, le monopole, c'est l'État qui détient le monopole dans les négociations généralement sur le climat, que ce soit des négociations de manière générale. Mais à côté de ces monopoles de l'État, il faut dire qu'il y a une présence de plus en plus affirmée des ONG dans les errants diplomatiques. Et pour des pays à régime dictatoriaux, cette présence est perçue par les pouvoirs publics qui participent à ces négociations-là comme une sorte de concurrence au monopole de l'État. À certains moments, certains de ces représentants de la société civile veulent même s'associer aux représentants de l'État pour harmoniser les positions et faire front commun. Mais ces derniers refusent parce qu'ils argumentent que, en fait, ce sont eux, c'est-à-dire les pouvoirs publics, qui ont la légitimité de parler au nom et pour les populations, contrairement aux ONG qui n'ont pas de légitimité, de légalité pour parler au nom de la société civile de manière générale, comme peut parler un parlementaire ou un élu local. Donc, deuxième moment qui montre aussi cette rivalité larvée cachée, c'est les perturbations des sentiments de loyauté par les citoyens appartenant à des réseaux non étatiques et le développement des résistances politiques par l'État. Nous savons que l'allégeance citoyenne était jusqu'à un certain moment relativement accordée, était relativement une exclusion des autorités étatiques. Mais cela est révolu parce que les individus, certes, ils appartiennent à l'État, peut-être dans un État au regard de leur appartenance avec les nationalités, mais ces individus qui se mobilisent pour des causes communes de manière générale dans les négociations sont aussi insérés dans des réseaux, ils sont aussi membres de ces réseaux. Et le problème qui se pose avec donc, ces multi-appartenances, c'est-à-dire un même individu qui appartient à la fois à un État et à d'autres réseaux, le problème qui se pose, c'est que ces individus souvent prennent des positions sur la scène internationale, des positions qui sont contraires aux positions des pouvoirs publics sur une question au niveau international. Et il y a le cas illustratif ici, c'est le cas d'un Camerounais, celui de Samuel Nandobé, qui est un grand militant dans le domaine des droits et des comités forestiers dans le bassin du Congo, très actif sur le plan international, mais il entretient des relations très difficiles avec les pouvoirs publics camerounais à cause de ses prises de position pour défendre les droits et les intérêts des comités forestiers
position qui généralement n'entre pas en étroite collaboration avec les politiques menées par le gouvernement. Et devant donc cette perturbation de l'autorité étatique, il y a des zones de résistance que l'État mène le plus souvent. On va voir à certains moments l'État qui développe des figures d'État expulseurs, c'est-à-dire l'État à un certain moment, quand il y a des réunions formelles où doivent participer les organisations de la société civile, il expulse certaines organisations de la société civile qui ont des positions différentes aux leurs. L'État peut aussi, à certains moments, développer même des figures d'État créateurs de sociétés civiles serviles, c'est-à-dire l'État, pour mener certaines de ses actions, pour mener certaines réunions dans un cadre précis, qu'est-ce qu'il fait? Il crée lui-même ses propres sociétés civiles qu'il associe à ces réunions, excluant la possibilité ou alors ne donnant pas la possibilité à d'autres organisations de la société civile de prendre part à cela. Donc, l'État choisit, il crée ses propres sociétés civiles, il est choisi pour participer à certaines réunions au cours desquelles sont discutées des questions d'intérêt commun portant sur les questions liées à la lutte pour l'adaptation au changement climatique. On constate donc, au regard de ce que j'ai dit tantôt, qu'il y a un duel lavé entre l'État et les acteurs non étatiques qui sont engagés dans les négociations climatiques. Mais est-ce que ces rapports entre ces différentes catégories d'acteurs ne peuvent être vus que sous un angle conflictuel? Est-ce qu'il n'y a pas, à certains moments, des relations mutuellement bénéfiques qui se développent entre l'État et ces organisations de la société civile? C'est effectivement ce que nous avons pu voir dans la deuxième partie de notre travail, qui s'est attardé à montrer cette complémentarité réciproque qui existe entre la diplomatie non gouvernementale et la diplomatie classique. Bien sûr, l'État, à certains moments, apporte les acteurs non étatiques apportent des éléments bien précis aux acteurs étatiques lors des négociations internationales parce que les acteurs étatiques ne disposent pas toujours l'expertise spécifique ou alors liée à certaines questions lors des négociations. Cette expertise ou alors ces informations bien précises sont souvent le monopole des ONG locales qui, grâce à leur maîtrise des réalités locales et leur connaissance parfaite des problèmes des populations locales, sont plus renseignées par conséquent possèdent certaines capacités d'expertise propres à concrétiser les vérités diplomatiques. C'est pour ça qu'ils détiennent, ils parlent, ils prennent des positions et disent des choses très intéressantes pour défendre les droits des communautés locales. Et cela permet de construire au niveau de la scène climatique certaines politiques qui sont favorables aux populations du terroir. Excuse-moi, est-ce que vous pourrez aller vers les conclusions? Oui, à côté de ces apports des acteurs non étatiques aux acteurs étatiques, il y a également l'apport de l'État aux acteurs non étatiques. L'apport peut être au niveau administratif, ça peut aussi être au niveau technique. En guise de conclusion, on comprend que les rapports entre l'État et les organisations de la société civile sur la scène du climat sont à la fois teintés d'adversité et de complémentarité. Ce qui est important, c'est que les acteurs étatiques sont des acteurs que nous devons prendre, que l'État doit prendre de plus en plus en considération lors des négociations sur le climat. Ils gagneraient à ne pas les percevoir comme des adversaires, mais plutôt comme des partenaires qu'il faut encourager en prenant en compte leurs recommandations essentielles dans la gouvernance climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet apport. C'est vraiment très intéressant de mieux comprendre comment évolue le rôle des organisations non étatiques, notamment dans les pays africains. C'est ce que je comprends. Alors, merci pour votre présentation.